Je mentirais en disant que les sanctions suffisent à elles seules à faire bouger une citadelle de mauvaise foi qu'incarne le président Paul Kagame, mais je considère que c'est un premier pas dans la bonne direction qui a été posé par le gouvernement américain, et je pense qu'il y a lieu de s'en réjouir. Il n'y a qu'à voir l'énervement avec lequel le gouvernement rwandais et ses hommes forts, notamment le président Kagame lui-même, ont reçu cette volée de bois vert venue de Washington pour se rendre compte que le président Trump et son administration ont frappé là où ça fait mal, c'est-à-dire dans ce fouet que Kagame ne cessait de brandir face à ces pauvres victimes de la région des Grands Lacs, que ce soit au Congo, que ce soit au Burundi, que ce soit même au Rwanda, qu'il écrase de sa poigne de fer, parce qu'il a décidé de vivre sur les fruits des rapines, les fruits de la prédation. Et donc, il n'y a qu'en essayant de le priver de cette épée de Damoclès qui pèse sur tous les peuples de la région des Grands Lacs, y compris les Rwandais, que l'on peut faire rendre gorge à un malfaisant comme Paul Kagame. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis prononcent des sanctions contre de hauts cadres de l'armée rwandaise, voire même des ministres du gouvernement rwandais. On va s'en souvenir au mois de mars 2025. Même l'Union européenne avait aussi sanctionné le responsable de l'armée rwandaise, tout comme du gouvernement, une année plus tard, honorable Lambert Mende. Vous êtes quand même un politicien immense, si on doit le dire comme ça. Ça ne suffit pas à faire des éloges autour de lui. Les sanctions, c'est bien, on doit saluer, mais nos frères et sœurs du Kivu attendent de voir ces Rwandais quitter les territoires congolais et revivre leur vie normale. Je constate d'abord que le président Trump a mis une couche de plus. Il y a eu des sanctions qui frappaient certaines personnalités, des entreprises rwandaises, mais que ce soit des sanctions prises aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, c'est pour la toute première fois que nous assistons à des sanctions qui frappent l'armée rwandaise comme institution. Vous savez, l'armée rwandaise, c'est le socle de la dictature qui a été construite après 1994 au Rwanda par les affiliés de Paul Kagame. Et donc, en frappant l'armée rwandaise, on prive un malfaiteur de l'instrument qui lui permet de perpétrer ses forfaitures. Il peut toujours se tourner avec la Chine, la Russie, qui peuvent fournir de l'aide, du soutien. Je n'ai pas l'impression, sachant ce que je sais, que la Chine ou la Russie ait un style ou une stratégie qui consiste à intervenir directement dans les opérations de déstabilisation de pays par d'autres pays. Ce que je sais, c'est que la Chine et la Russie ont une conception très, commerciale, très marchande des relations internationales. C'est do ou des. Tu fais pour que je fasse. Donc, même si nous sommes en conflit avec le Rwanda, la Chine, qui est un partenaire majeur, peut-être le premier partenaire économique de la République démocratique du Congo, même si la Chine a l'impression que vous donnez désormais la primauté aux États-Unis. Écoutez, il ne renoncera jamais et n'a jamais renoncé à commercer avec le Rwanda. Les armes que nous achetions en Chine, la Chine les vendait aux Rwandais. Donc, on ne voit pas en quoi est-ce que cela pourrait faire la moindre différence. Donc, même si aujourd'hui c'est la prochaine de la Chine ou du Rwanda, géopolitiquement, j'estime que ça n'apportera rien de plus à l'équation parce que la Chine continuera de commercer et avec le Rwanda et avec la République démocratique du Congo. Business as usual, comme ils disent. Et donc là, je ne pense pas qu'il faille accorder trop d'importance aux rodomontades qui prétendent que Kagame et sa clique vont se tourner vers la Chine et que cela menacerait durablement la sécurité de la République démocratique du Congo plus qu'aujourd'hui. Je pense que le problème que vous soulevez et qui est fondamental, c'est celui de la réorganisation des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Nous devons toujours tirer profit des moindres espaces, des moindres marges que nous offrent, par exemple, des sanctions comme celles que les États-Unis viennent de prendre. Quoi concrètement? En réorganisant nos forces. Parce que nous devons arriver à la reconnaissance du fait qu'au cours de ces 10 ou 20, voire même 30 dernières années, nous avons assisté à un délitement systématique de la force de défense de la République démocratique du Congo. Vous avez été membre du gouvernement de Joseph Kabila pendant plus de 10 ans, vous avez été porte-parole du gouvernement. Vous savez quand même que votre régime ou le régime que vous avez défendu en tant que porte-parole aurait contribué à la dégradation de la situation jusqu'à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez de temps en temps des temps de faire des comparaisons? Qu'est-ce qui n'a pas été convenablement fait pendant 18 ans pour que cette armée reste dans cet état que vous décriez? C'est un des reproches qui peut être légitimement fait au régime du président Kabila, qui a duré effectivement 18 ans, auquel moi, personnellement, j'ai pris part pendant 12 ans.
et que, effectivement, avec les systèmes de brassage, les systèmes de mixage au niveau de la défense nationale, peu de choses ont été faites pour mettre à la disposition du Congo un instrument de défense digne de ce nom. Et c'était quoi le fait de faire du brassage et des mix? C'était quoi l'intention? Dans les futurs, vous qui avez été aux côtés de l'ancien président, vous ne lui avez pas fait savoir que c'était un danger pour le pays? Tout dépend de la position dans laquelle on se trouvait aux côtés du président. Je ne vois pas au point de ne pas lui dire la vérité. Je ne vois pas en quoi le ministre de l'Information aurait pu se mêler des questions de la défense, de la projection des troupes, de l'intégration ou de la non-intégration des troupes dans les forces armées. Vous savez, les responsabilités sont strictement réparties au sein d'un gouvernement et je pense que c'est une question qui se pose au gouvernement en tant que tel, au président de la République qui a la haute main sur la défense, quels que soient les conseils qu'on aurait pu lui donner, la dernière décision lui appartenait. Même aujourd'hui, nous avons un président qui reçoit des conseils, mais lorsqu'il décide in fine, la décision lui appartient. C'est pourquoi nous reconnaissons la justesse des positions qu'il a eu à prendre sur base des différentes recommandations en sens divers qui lui ont été faites. Et donc, la responsabilité est là. Moi, je l'assume. C'est pourquoi j'ai quitté, effectivement, le camp de... Vous n'avez pas quitté parce que les vents soufflaient, il n'y avait peut-être pas une autre alternative? Cela n'a rien à voir. Je vous rappelle que le vent soufflait avant l'arrivée des Kabila dans le camp du maréchal Mobutu. Je l'ai quitté, j'ai fait la prison, j'ai fait l'exil pendant 10 ans dans ce pays, à Bruxelles, en Belgique. Et donc, ce n'est pas ça qui m'importe. Je pense qu'effectivement, on peut avoir été dans une dispensation, qu'au niveau de la dispensation, les responsables, le premier chef se soient trompés, et qu'après coup, on se rende compte que l'ensemble du bateau allait dans le mauvais sens, même si on n'en a pas été le capitaine, et qu'on puisse se reprendre et décider d'aller dans la bonne direction. Il ne faut pas faire de reproches aux gens qui reconnaissent qu'ils ont été dans une situation où ils ont été conduits vers une voie sans issue. Il faut peut-être reprocher au capitaine d'avoir mené le skiff vers cette direction-là. Devons-nous supposer qu'aujourd'hui, ce qui se passe, si demain les choses venaient à tourner en bien comme en mal, honorable Lambert Mende, vous tiendrez le même discours pour critiquer, ou pas critiquer vraiment, pour établir un bilan de l'actuel président? Je ne vois pas pourquoi. Ou vous tournerez directement vers ceux qui viendront? Je ne vois pas pourquoi, avec le passé qui est le mien, vous auriez un doute, même un seul instant, sur ma capacité à pouvoir reconnaître les vertus là où elles se trouvent. D'autant plus que dans les années 80, lorsque j'étais allé en exil, peut-être vous n'étiez pas encore né, je pense que le Zaïre de l'époque était dans une situation où nul ne pouvait oser lever la tête et dire non, président Mobutu, je l'ai fait, je me suis retrouvé en prison, je l'ai fait, des membres de ma famille se sont retrouvés en prison, j'ai connu le président défunt, le président de l'UDPS, Félix Etienne Tshisekedi, parce qu'il a partagé la cellule avec mon jeune frère, qu'on avait arrêté parce que c'était mon jeune frère. C'est de là que date même nos relations. Donc, vous n'avez aucune raison de douter de ma capacité à dire non à des gens qui sont puissants par le simple fait qu'ils soient puissants. Personne n'a aussi accumulé une puissance comme celle que Mobutu avait à la fin des années 70, début des années 80. Lorsque je lui ai dit non et que j'ai décidé de m'exiler en Belgique, ça m'a permis évidemment d'aracher mes études, mais ce n'est pas pour ça que j'étais venu. J'étais venu pour prendre du champ et adresser les critiques les plus sévères au régime qui avait le vent en poupe à cette époque-là, chez nous. Aujourd'hui, vous établissez une responsabilité de l'ancien président Joseph Kabila et vous estimez que face à cette responsabilité, brassage, mixage, l'armée déchiquetée, comme vous l'avez dit, désorganisée, il faut restructurer en saisissant l'opportunité qu'elle nous offre le partenariat, par exemple, avec les Américains. Mais ça, honorable, c'est très bien. Mais quelle est la sentence que vous jugez convenable par rapport à cette responsabilité de l'ancien président Joseph Kabila? Je ne suis pas juge, madame, je ne suis pas procureur. Vous êtes député national, oui. Vous êtes la porte d'entrée, tout comme le porte-parole des milliers de Congolais qui ont voté pour vous. Oui, mais nous n'avons pas la vocation à distribuer des peines ou à poursuivre les infractions. Je vous rappelle tout de même que les collègues sénateurs ont déjà fait leur travail à cet égard. La justice a souhaité poursuivre, juger et condamner le président Joseph Kabila. Il était, de par la Constitution, sénateur à vie, donc membre de l'institution Sénat. Les sénateurs ont été interrogés, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont mis fin aux immunités qui couvraient le président honoraire Joseph Kabila, qui a perdu ses immunités, qui a été déféré devant la justice, malheureusement sans comparaître, mais la justice a fait son travail. Une condamnation est advenue. Nous en sommes déjà au niveau de l'exécution de la condamnation. Donc je pense que c'est un débat qui, à mon avis, est clos. On va revenir dans un instant sur les accords de Washington, mais laissez-moi vous poser une question simple. Si aujourd'hui on vous demandait de comparer
du point de vue du fonctionnement de l'armée, de l'efficacité de l'armée et ce qu'on peut tirer de l'armée aujourd'hui comme ressource avec ce qu'a été à l'époque de Kabila l'armée congolaise. Quelle comparaison faites-vous? Quel jugement vous apportez? Il est évident que pour tout observateur objectif, il n'y avait finalement plus d'armée en République démocratique du Congo lorsque le président Joseph Kabila quitte son deuxième mandat. L'armée était totalement moilletée. Nous en avons vu les conséquences ou les preuves avec la 5e attaque de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo, qui a commencé en 2021. Il n'y a pas l'armée rwandaise est entrée sur notre territoire comme un couteau entre dans le beurre. Aucune résistance. L'armée congolaise était dirigée par des officiers félons qui ne faisaient que reculer, qui ne faisaient que nous amener de repli stratégique en retraite non ordonnée, avec tous ces procès que le président Félix Tshisekedi, comme commandant suprême de l'armée, a eu à initier, les arrestations d'officiers auxquelles nous avons assisté. C'est pour moi quelque chose à laquelle on ne peut pas se dérober. Il faut considérer que l'armée avait été détruite et qu'il faut la reconstruire. Et j'engage le président Félix Tshisekedi, j'engage le haut commandement militaire à donner priorité à ce travail de reconstitution d'une force de défense et de sécurité qui vaille la peine. On n'est jamais mieux défendu que par soi-même. Mais est-ce que c'est possible, honorable? Parce que les gens ne savent pas savoir qui est traître, qui ne l'est pas, en dehors de ceux qui sont bien évidemment arrêtés. Mais ceux qui sont arrêtés, par exemple, il peut être un général, exemple, mais là également ses subalternes qui exécutent ses ordres à lui. Est-ce que arrêter les généraux seuls suffira pour que ceux qui restent puissent se canaliser de manière à obtenir ce que vous expliquez? Vous savez, j'ai étudié un peu le droit et je sais que les principes généraux du droit nous apprennent que la responsabilité pénale est individuelle, même morale. Un général a trahi. Cela ne veut pas dire que toutes les troupes qui étaient sous lui, sous son commandement, ont trahi. Comment a-t-on su d'ailleurs que le général a trahi s'il n'y avait personne qui était sous son commandement, qui s'est posé la question et qui a posé la question quelque part sur la légitimité des opérations ou des non-opérations auxquelles il voulait appeler ses troupes. Donc il y a toujours quelque chose de bien, même dans une institution pourrie. Comment les savoir? À observer les gens dans leur comportement quotidien et à décréter la tolérance zéro envers les déviations. C'est-à-dire lorsque l'individu, quel qu'il soit, sait qu'un acte qu'il va poser va entraîner, si l'acte est positif, une sanction positive, et que si l'acte est négatif, il va entraîner une sanction négative, je suis sûr, et je parlerai, je mettrai ma main au feu, pour dire qu'il va adopter des comportements vertueux. Parce que c'est le principe de l'hédonisme. Tout individu n'agit que pour rechercher le bien-être. Lorsqu'il sait que son action peut lui faire anticiper une réaction de la société, une réaction institutionnelle qui va à l'encontre de son bien-être, il aura tendance à réfréner les mauvaises ardeurs et à choisir un comportement plus vertueux. Donc la solution, c'est l'intolérance envers les compétences, c'est l'intolérance envers la corruption, c'est l'intolérance envers le clientélisme et l'intolérance envers toutes les antivaleurs qui détruisent aujourd'hui notre force armée. Revenons sur les accords de Washington. Il y a également ce qu'on appelle accords stratégiques qui concernent les minerais stratégiques. On a vu que quand c'est au début du mois de février, Marco Rubio a reçu plusieurs pays, y compris notre ministre des Mines qui a représenté le pays. Donc, on n'a pas vu le Rwanda, même si le Rwanda entretient à peu près le même partenariat avec l'Union européenne. Vous allez vous souvenir, et on ne sait même pas pourquoi l'Union européenne n'y résigne pas. C'est là, honorable Lambert Médé, les minerais sont en quelque sorte la raison pour laquelle nous sommes où nous sommes aujourd'hui avec des milliers de morts. Est-ce que ça suffit de signer un partenariat avec les Américains pour que la donne change sur le terrain, que le minerai devienne une source de paix, une source de développement? D'abord, je vous dirais que l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minerais stratégiques, c'est un non-sens. Je ne peux pas comprendre que des pays européens qui sont parmi les mieux informés sur la répartition des ressources naturelles dans des pays qu'ils ont colonisés. Et le Rwanda, comme le Burundi et le Congo ont été sous colonisation belge. Donc on ne peut pas dire que l'Union européenne ignore comment se répartissent les ressources minières entre ces trois pays. On ne peut pas dire qu'ils ignorent qu'il n'y a pas de ces ressources minières au Rwanda, que le Rwanda, en fait, a construit toute son économie au cours des 30 dernières années sur le pillage systématique des minerais congolais. Et signer un accord avec le Rwanda, c'est se rendre complice de la prédation qui est devenue le pivot de la politique régionale du Rwanda aujourd'hui. Et donc, nous nous condamnons avec fermeté
cet engagement que l'Union européenne a pris avec le Rwanda et je salue ceux de nos collègues parlementaires européens ou belges. J'ai entendu dernièrement notre compatriote, mais c'est un Belge, Monsieur Pierre Compagnie, un ami, condamné au sein du Parlement belge cet accord de l'Union européenne avec le Rwanda. Je pense que rapidement l'Union européenne doit préserver sa crédibilité et sortir de cet accord qui ne l'honore pas. Et si l'Union européenne gagne plus en étant avec le Rwanda qu'espérer un partenariat avec la RDC, comment le gouvernement congolais compte faire pour pousser justement l'Union européenne de manière concrète à mettre un terme à cela? Nous revenons toujours au fait que nous devons disposer d'un bras séculier fort pour empêcher le Rwanda de continuer à voler les ressources minières congolaises. Dès lors que le Rwanda ne pourra plus faire main basse sur nos ressources minières, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que le Rwanda pourra rendre à l'Union européenne. De lui-même, cet accord va tomber caduc. Donc il faut une armée forte, il faut que nous préservions mettions fin à cette porosité de la frontière entre le Rwanda et la RDC. C'est combien de kilomètres? 100 kilomètres. Mais nous avons des pays avec lesquels nous partageons 1600 kilomètres. Par exemple, le Centrafrique, 1300 kilomètres. La Zambie, 700 kilomètres. L'Ouganda. Mais d'où nous n'avons pas ce genre de problème? Qu'est-ce qui nous en coûte de pouvoir rendre hermétique la frontière avec le Rwanda qui n'est longue que de 100 kilomètres? C'est l'absence d'une armée opérationnelle, professionnelle, qui peut nous permettre de chaque fois empêcher ces incursions qui constituent pour le Rwanda une sorte de seconde nature pour sa survie économique. Je voudrais bien comment qu'on revienne un peu sur comment on va passer de minerais problème et minerais solution, parce que vous avez abordé la question d'une armée efficace. La même armée aurait, selon vous-même et votre gouvernement à l'époque de Joseph Kabila, vaincu en 2013 ces mêmes M23 et ses alliés du Rwanda. Il s'agissait de quelle armée à l'époque? Tous ceux qui ont combattu sont morts. Aujourd'hui, on revient à la case de départ. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Vous avez été là. Il y a eu une conjonction de situations qui ont permis un alignement de planètes qui a permis à ce que le M23 soit vaincu. J'étais moi-même à Kanyabayonga, envoyé par le gouvernement, pour donner de la visibilité aux efforts de désarmement, rapatriement, des FDLR, ces fameux Hutus rwandais. On va d'ailleurs en parler dans un parlait de génocidaires qui devaient rentrer chez eux. Je les ai même rencontrés. Nous avions une délégation de la MONUSCO qui nous accompagnait. Nous avons parlé avec eux. J'ai même pris l'avion avec eux, un avion avec des FDLR de Goma, jusqu'à Kisangani où ils étaient mis ensemble avant que les Nations Unies et le CICR ne les transportent vers Kigali. Là, c'est 2013. Oui. Curieusement, quelques mois après, on nous a présenté un de ces commandants des FDLR, avec lequel j'avais parlé, qui a été de nouveau attrapé au Kivu, à la tête d'un groupe de FDLR. Lorsqu'on l'interroge, il dit non, c'est le commandement de l'armée rwandaise qu'il avait recyclé avec d'autres combattants FDLR et qui les a renvoyés au Congo pour continuer à essayer des ordres et justifier justement les prétextes que Kagame se donne pour régulièrement faire des incursions en République démocratique du Congo. Ça, c'est une chose. Pendant cette période-là, nous avons eu à obtenir des Nations Unies la constitution d'une force internationale neutre, composée des troupes, des contingents africains, essentiellement de la SADC, Afrique du Sud, Malawi et Tanzanie, qui ont constitué cette force neutre au sein de la MONUSCO. Ce sont ces forces-là qui ont combattu militairement avec des unités de FARDC, mais ce sont ces forces-là qui ont même perdu le plus, parce qu'il y a eu au moins 10 soldats sud-africains qui sont tombés, et c'est à la suite de ces pressions que Kagame s'est senti obligé de donner à ces jeunes gens de quitter Goma, quitter le territoire congolais pour aller dans des camps de réfugiés au Rwanda. Donc dire que c'était une victoire essentiellement due au FARDC, sans l'appui de la force internationale neutre de la MONUSCO, et peut-être qu'on peut saluer le gouvernement de l'époque, on peut dire que Kabila avait obtenu cet appui, mais c'est grâce à cet appui-là que le M23 a été défait effectivement. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas eu de combat direct comme ça. On ne peut pas dire que non, c'était une conjonction de combat et de pression régionale, et la force qui a été déterminante dans ce résultat, c'est l'implication de la SADC. Et en échange, Kagame a aussi le pouvoir, parce qu'on sait tous que son pouvoir dépend essentiellement de ces pillages-là. Quand il retire ses troupes, il va quand même continuer à survivre. Il y a eu des accords dans ces cas. Je ne sais pas s'il y a eu des accords. Ce que j'ai constaté, c'est que Kagame a initié
une législation qui ramenait à la portion congrue le taux des taxes que devaient payer les personnes qui voulaient faire transiter leurs produits miniers par le Rwanda, alors qu'au Congo, nous faisions payer, je pense, 10% ces taxes. Le Rwanda le faisait payer 0,2%. Alors, mettez-vous à la place. Tout ça, c'est parce que votre gouvernement, à l'époque, n'a pas réussi à relier le pays à travers des routes pour faciliter certainement le trafic. Ça, c'est un problème qui date depuis l'indépendance, mais je vous parle des taxes minières. Nous appliquions 10%, les autres appliquaient 0,2%. On aurait pu, si on avait eu suffisamment de sagesse, ramener aussi notre taux à un niveau suffisamment attractif pour ceux qui veulent. Donc, c'est simplement ça qui a... C'est aussi ça, pas simplement ça. Okay. C'est aussi ça. Et c'est beaucoup plus ça qui a laissé encourager, donner l'impression à des opérateurs congolais qu'ils avaient plus intérêt pour payer moins de taxes à passer par le Rwanda qu'à se conformer à la législation congolaise. C'est des choses sur lesquelles même notre gouvernement à l'heure actuelle devrait beaucoup réfléchir. Pourquoi aujourd'hui le membre de M23, pas ceux qui viennent de ces jeunes, pas eux, les anciens, là, ils disent qu'ils revendiquent les accords de 2009, de 2013 également. En 2013, par contre, je m'en souviens, hein, parce qu'il y a eu Obasanjo qui est entré dans les couloirs actuellement, qui était à NTB, il y a eu des choses, il y a eu votre collègue à l'époque, Raymond Chibanda, qui a représenté le gouvernement congolais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? 2013, il se retire. Et pourquoi pour réapparaître en 2021? Nous apprenons beaucoup de choses au sujet de ces accords. Je ne les ai jamais lus. Moi, je n'ai jamais vu un accord qui donnerait au Rwanda je ne sais quel droit sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Si ces accords-là étaient tels, pour quelle raison leur supplétif du M23 se serait-il retiré de Goma pour aller au Rwanda? Pour espérer que la partie congolaise fasse... Non, mais il serait allé dans cette partie du territoire supposément avoir été cédé au Rwanda. Mais cette partie du territoire n'existait pas. Quand ils ont quitté Goma, certains sont allés au Rwanda, d'autres sont allés à Kisoro du côté de l'Ouganda, mais on n'en a pas vu, on a caserné dans une partie du territoire congolais qu'on aurait cédé au Rwanda. Je ne connais pas cette partie du territoire, je n'ai pas lu un accord faisant état d'une cession d'une partie du territoire congolais au Rwanda. Peut-être le mot cession est beaucoup plus grand pour Kagame à le dire peut-être publiquement, oui. Mais avec ce que votre président à l'époque faisait, brassage et mixage, peut-être qu'une partie du cuivre était indirectement contrôlée par ces gens-là. Ça a été une politique désastreuse, je l'ai dit, et je ne cesse de le dire. Et nous l'avons dit depuis l'époque que c'était une politique désastreuse, que le brassage, c'était une façon de tuer notre armée. Parce que quand vous confiez le commandement d'une armée à une force capable de devenir hostile par la suite à votre pays, c'est du suicide, tout simplement. C'est du suicide. Peut-être parce qu'il savait qu'un jour, il va se joindre à eux. Aujourd'hui, il est avec eux, il était à Goma, il prend position. Son partenaire, Kika Yabin Karoubi, a dit clairement que les revendications de M. Joseph Kabila sont les mêmes avec ceux qui tuent à Goma. Et à regretter finalement, vous, l'Ambermédé, d'avoir officié sous les auspices de Joseph Kabila? Regretter d'avoir officié, non. Mais me trouver dans une situation de totale incompréhension d'abord de cette évolution, ça n'a rien à voir avec ce que nous avions entendu de la bouche du même président Kabila dans des réunions stratégiques qui se tenaient au niveau du gouvernement. L'ennemi, c'était l'agresseur rwandais. Apprendre aujourd'hui de la bouche de Kabila que les revendications du Rwanda étaient légitimes, ça me fait tomber du ciel. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais eu à entendre tel discours pendant des années au cours desquelles j'ai eu à collaborer avec lui. Je l'ai dit au cours de plusieurs émissions à Kinshasa. Je l'ai écrit dans une lettre ouverte que je lui ai adressée et qui n'a jamais reçu de réponse. Jusqu'à présent, je l'ai dit très poliment, je n'ai pas compris et j'ai eu l'impression d'avoir été floué, d'avoir été manipulé pendant toutes ces années. C'est ce que moi j'ai dit, c'est ce que je maintiens jusqu'à ce jour. Alors, on va revenir encore sur la question des FDLR dans un instant, mais Joseph Kabila figure parmi ceux qui demandent des dialogues. On voit de temps en temps, ils communiquent avec la nouvelle plateforme qu'ils ont sortie. Et êtes-vous d'accord pour qu'il y ait un dialogue qui mettra autour de la table ceux qui ont été condamnés pour avoir tué les Congolais? Le dialogue n'est pas une mauvaise chose en soi, il faut qu'on se le dise. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une méthode de gestion des affaires publiques qui est recommandée par notre Constitution. Et le dialogue est permanent dans les institutions. Pourquoi existe-t-il un Parlement? Quel est le travail que moi je fais au Parlement? C'est un travail de dialogue. Tous les 3 mois, je vais dans ma circonscription électorale, je recueille les points de vue des uns et des autres, des femmes, des hommes, des enfants, des moins âgés, des plus âgés, et 3 mois après, je reviens au Parlement et nous mettons sur la table des revendications, des solutions. Nous les discutons, nous convoquons les membres du gouvernement, nous essayons de trouver comment aller au-devant des préoccupations de nos électeurs. C'est ça le dialogue.
Donc, solliciter le dialogue, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quel dialogue? Et pour moi, le dialogue ne peut se faire que dans le cadre institutionnel. C'est-à-dire? Notre peuple s'est donné des institutions. C'est pour ça que les élections existent. Tous les 5 ans, nous organisons des élections pour nous donner des institutions. Le président de la République, première institution du pays. Le Parlement avec ses 2 chambres, deuxième institution du pays. Le gouvernement, troisième institution du pays. Et les cours et tribunaux, quatrième institution du pays. C'est à travers ces institutions politiques, enlevant les cours et tribunaux, c'est-à-dire le président, le Parlement et le gouvernement, que les choses se passent. C'est à ce niveau-là que l'initiative doit être prise. Si on a besoin d'une forme de dialogue beaucoup plus large que celle qui se déroule dans le Parlement, mais il appartient à la première institution du pays, le président de la République, de la penser, de la convoquer, de l'organiser et de mettre en exécution les résolutions. Nous ne répondons à aucune autre instance, privée ou publique, ou semi-privée, semi-publique, à une rébellion, encore moins, le pouvoir de prendre cette initiative. La Constitution donne, en ce qui concerne le problème qui est souvent jeté en pâture à l'opinion maintenant, la révision constitutionnelle.